Le 28 mai 2009, le corps de Serge, 44 ans, est retrouvé dans un étang en Moselle. Chose étrange, l'homme n'a pas de chaussures, alors que sa voiture est située à plusieurs kilomètres de là. Voici ce document pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin terrifiant d'un père de famille qui menait jusqu'alors une vie paisible. Un scénario machiavélique qui va entraîner les enquêteurs au cœur d'un complot familial sordide. La veille au soir, vers 23 h, elle m'avait envoyé un message. Je t'aime Mamounette. C'est un genre de message que j'aime pas trop avoir, parce qu'en général, il y avait une bêtise à la clé. Nous sommes à Wapi, une commune située à 5 km de Metz. Cette banlieue de seulement 14 000 habitants est divisée en deux. D'un côté, le village, apprécié pour ses quartiers pavillonnaires et son joli ruisseau. Et de l'autre, la cité, au quotidien plus agité. Il y avait un certain moment dans des quartiers, certains quartiers de Wapi, une certaine forme de délinquance, plus élevée qu'ailleurs. C'est le cas, j'allais presque dire, de tous les quartiers chauds, dans toutes les agglomérations de notre pays et du monde civilisé. Le 29 mai 2009, vers midi, deux amis se sont donné rendez-vous à l'étang des Vieilles Eaux pour pêcher. Arrivés sur place, ils sont immédiatement intrigués par la forme étrange d'un sachet plastique flottant sur le plan d'eau. Ils savent pas trop à quoi ils ont affaire. Il est à la surface, il flotte sur la vase, sur des algues. En s'approchant d'un peu plus près, les pêcheurs vont faire une découverte effroyable. Il ne s'agit pas d'un sac, mais bien d'un cadavre qui gît au bord de l'eau. Ils alertent aussitôt la police qui arrive sur les lieux du drame et procède aux premières constatations. On a un cadavre, un corps, un homme, un petit peu dénudé, sans chaussures, un pantalon de jogging, un t-shirt, et quelques traces post-mortem qui peuvent provenir d'animaux, des petites griffures, des choses comme ça, mais rien de très flagrant. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de traces de violence apparente. Ils font un tour dans l'environnement, pas de témoins. Visiblement, ils seraient noyés. La première piste envisagée par les policiers est celle d'un suicide. Mais au vu des premiers éléments relevés, ils sont perplexes. Ce qui va paraître bizarre, c'est que cet homme, ce cadavre, est sans chaussures et que les clés d'un véhicule vont être retrouvées à une dizaine de mètres, à peu près de là où le cadavre de cet homme est immergé dans l'étang. D'autant plus qu'en inspectant les environs, les policiers ne retrouvent aucun véhicule. Alors, qui est cet homme ? Les clés de voiture lui appartiennent-ils ? Et s'il s'est suicidé, pourquoi est-il pieds nus ? Ou alors, lui est-il arrivé quelque chose de beaucoup plus sordide ? Au commissariat de Wapi, les enquêteurs tentent de déterminer l'identité du noyé. Et un élément retrouvé sur la scène du drame va les conduire sur une piste. Le seul élément qui permette un petit peu d'avoir une idée sur l'identité de ce cadavre, c'est la chevalière qui comporte des initiales, SM. Les policiers consultent alors le fichier des personnes disparues afin de découvrir si l'une d'elles porte ses initiales. On se rend compte assez rapidement que ça colle avec la disparition d'un homme originaire de Wapi parce que sa compagne a signalé sa disparition depuis le 26 au soir. Le corps est identifié comme étant celui de Serge Mars, un homme de 44 ans qui habite Wapi. Serge
est âgé de 44 ans. Séparé de sa compagne depuis 1 an, cet agent d'entretien est père de 4 enfants. Ses filles, Cassandra et Laura, issues d'un premier mariage, sont averties de son décès. J'étais au début contente quand on m'a dit qu'on avait retrouvé mon père, et puis après, ma mère m'a dit mais, et là j'ai tout de suite compris qu'il était plus de ce monde, quoi. Je me suis effondrée tout de suite. Là, ça m'a fait un choc. Il a fallu comme soutien parce que je crois que je serais tombée. Les policiers alertent également Cindy, l'ex-compagne de Serge. Pour la jeune femme, c'est une tragédie. Sa compagne va être particulièrement effondrée par cette mort, cette issue fatale, et elle n'aura de cesse de dire que c'est un grand malheur, que manifestement elle ne pouvait pas imaginer que cette disparition allait se traduire par un tel drame. De leur côté, les enquêteurs tentent de savoir si la thèse du suicide est compatible avec les résultats de l'autopsie qui viennent de tomber. Lorsque l'on procède à l'autopsie du cadavre de Serge, il n'y a pas d'eau dans les poumons. Donc le médecin légiste va assez vite déterminer qu'il y a vraisemblablement eu un étouffement plutôt qu'une noyade. Ce qui est certain, c'est que Serge est mort avant d'arriver à l'étang. Les enquêteurs ont donc bien affaire à un crime. L'affaire prend alors une toute autre tournure. Mais alors, que s'est-il réellement passé au bord de l'étang? Qui pouvait en vouloir à Serge au point de commettre l'irréparable? Et que vont découvrir les policiers en se penchant sur l'histoire du père de famille? Au commissariat de Metz, la police judiciaire se voit confier l'enquête sur la mort de Serge. Les policiers se penchent alors sur la vie du père de famille, âgé de 44 ans au moment des faits. À travers son histoire, ils tentent de déterminer si quelqu'un était susceptible de lui en vouloir. C'est quelqu'un qui a un travail, qui a une petite famille. C'est quelqu'un qui a une existence normale, paisible. C'est une famille quand même un petit peu désœuvrée dans l'ensemble, hein, qui voilà, il vit chez sa mère. Voilà, on s'aperçoit que c'est pas simple à l'intérieur de cette sphère familiale. La grande fierté de Serge, c'était ses enfants. Ses 2 filles aînées, Laura, 16 ans, et Cassandra, 12 ans, sont issues d'une première union. Quant à Leslie, 4 ans, et Julien, 2 ans, il les a eus avec sa dernière compagne, Cindy. C'était le papa, parfait, non, personne n'est parfait, mais je veux dire, au moindre problème, il était à notre écoute, il savait nous écouter, toujours présent. C'est un homme qui avait le cœur sur la main. Le seul souci, c'est qu'il fallait marcher comme monsieur voulait qu'on marche. Malgré un tempérament bien trempé, Serge est décrit par son entourage comme un père aimant et sans histoire. Pourtant, les enquêteurs vont découvrir un côté plus sombre chez le quadragénaire. Ce serait un passionné du casino d'Amnéville qui se trouve pas si loin et que Serge s'y rendait régulièrement, jouant de grosses sommes, et très certainement qu'il devait beaucoup d'argent du fait de cette addiction au jeu. Et si Serge avait été victime d'un crime crapuleux? Pour en apprendre davantage, les policiers entendent Cindy, son ex-compagne, qui leur révèle des faits inquiétants. Au moment où elle est interrogée, Cindy explique que ce qui est arrivé à Serge, c'est troublant parce que quelque temps auparavant, il avait déjà subi plusieurs tentatives d'agression. La première agression, c'était à son travail. Il a été agressé par quelqu'un. Il avait un sac en papier sur la tête. Il lui avait demandé l'argent. Mon fils avait 20 €, il lui a donné. Il lui a demandé son portable, il lui a donné.
et il a été agressé avec un pistolet à grenaille. Et après, il lui a tiré dessus et puis il est parti, le gars. Et ce n'est pas tout. Serge aurait également été victime d'une autre agression quelques semaines avant le drame. Il s'agissait simplement d'une course-poursuite où la personne qui coursait, si je puis dire, Serge, essayait de lui rentrer dedans, essayait de provoquer un accident. Et Serge, il a roulé plus vite justement pour échapper à ça parce qu'il voyait bien que c'était quelqu'un qui voulait le tuer. Serge était donc bien en danger de mort. Les policiers se mettent alors à la recherche d'autres témoignages qui viendraient confirmer les déclarations de Cindy. Les enquêteurs ne s'arrêtent bien évidemment pas à une seule personne. Les enquêteurs font le tour de l'environnement de Serge. Ils n'y retrouvent pas ces affirmations de Cindy quant à son accoutumance pathologique au jeu. Soit disant qu'il devait de l'argent, puis il dit non, mon fils n'avait pas de dette d'argent parce qu'on allait avec mes sous et il n'allait pas au casino tout seul. La piste du règlement de compte tombe à l'eau. D'autant plus que les policiers établissent que Serge ne présentait aucune dette envers qui que ce soit. Mais alors, de qui le père de famille était-il la victime? Ces agressions à répétition ont-elles un lien avec son meurtre? Et Cindy a-t-elle tout dit aux enquêteurs? Le lendemain, Cindy rend une visite inopinée à Annick, qui s'inquiète. Cindy a un comportement étrange. Elle paraît anxieuse, fume cigarette sur cigarette et envoie des textos sans cesse. 2 jours plus tard, Annick apprend le meurtre de Serge. Et là, je l'ai fait venir à la maison. Et je lui ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu sais qui a fait ça? Et là, elle m'a fait oui de la tête. Je lui ai demandé si c'était elle. Elle m'a dit non. Cindy n'en dit pas plus. Annick lui lance alors un ultimatum. Elle a 3 jours pour se rendre aux policiers et divulguer l'identité du prétendu coupable. Mais la jeune femme n'en fera rien. De leur côté, les policiers veulent savoir qui est vraiment Cindy, cette jolie jeune femme de 25 ans que ses proches surnomment Cosette. Sa personnalité, elle s'est construite sur un terreau de misère sociale, de misère affective et de misère familiale. Un ami de la famille qui s'appelait Patrick s'est plus ou moins incrusté donc chez eux, au domicile. Et au début, elle le voyait un petit peu comme un protecteur. Malheureusement, il est devenu un protecteur au sens péjoratif du terme. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait se prostituer. Cindy attend alors d'avoir 18 ans pour se réfugier dans un foyer. C'est là qu'elle rencontre Serge, de 20 ans son aîné. Ils vivent un amour passionné jusqu'au jour où la jeune femme décide de le quitter. Mais le quadragénaire ne l'entend pas de cette oreille. À partir de là, il y a eu des menaces directement sur les enfants en disant voilà, eh bien, moi, de toute façon, je prends les enfants dans la voiture et je fonce dans un arbre, je fonce dans un ravin et tes gamins, tu ne les verras plus. Mais face à l'insistance de Cindy, Serge finit par céder et quitte le domicile conjugal. Pourtant, éperdument amoureux de la jeune femme, il continue de lui rendre visite régulièrement. Jusqu'au jour où il apprend que Cindy a une relation avec son frère, Robert. Et il se met hors de lui. Il a empoigné Cindy par les cheveux, il l'a claqué contre le mur, il lui a fait monter tous les escaliers et ils sont allés dans la chambre pour avoir une explication musclée. Compte tenu de cette liaison, les enquêteurs commencent alors à suspecter Robert, alors âgé de 49 ans. Peut-être s'agirait-il d'un crime passionnel. Pour le savoir, les policiers l'interrogent et le frère de Serge va leur faire une révélation incroyable. Robert va dire
qu'il a, sur commande de Cindy, tenté de tuer son frère. Robert avoue être l'auteur de l'agression de Serge, 1 an plus tôt, sur son lieu de travail. À l'époque, il aurait donc failli assassiner son propre frère. Il explique alors aux enquêteurs que suite à cet événement, il aurait mis fin à sa liaison avec Cindy. Cindy serait-elle la manipulatrice qu'il décrit? Aurait-elle commandité le meurtre de son ex-compagnon? Et dans ce cas, qui l'aurait tué? À la PJ de Metz, avant d'entendre de nouveau Cindy, les enquêteurs analysent les appels téléphoniques des uns et des autres le jour du crime, afin de savoir qui se trouvait près de l'étang ce soir-là. Et c'est ainsi que les enquêteurs ont réussi à déterminer la présence de Cindy, ainsi que la présence d'un autre numéro de téléphone. Les enquêteurs identifient ce numéro comme étant celui d'un certain Jérémy. Jérémy a 30 ans, agent de sécurité. Il est originaire de Moyeur, grande famille, enfin aussi famille reconstituée parce qu'il a plusieurs demi-frères, demi-sœurs. Il a perdu sa maman en 2005. Plus intéressant, les policiers apprennent que Cindy multiplie les amants et que Jérémy est sa nouvelle conquête. Le 10 juin 2009, il décide donc de les interpeller tous les deux. Il commence par perquisitionner l'appartement de Jérémy. Tout de suite, il nous a indiqué un lieu qui correspondait à sa penderie, où il y avait les habits qu'il portait le soir des faits. Il était désabusé, désappointé. Il dit, ce que vous cherchez, c'est là. Le jeune homme va alors révéler aux enquêteurs que Cindy attendait un enfant de lui et que les violences à répétition de Serge auraient brisé ses rêves de paternité. Elle m'a dit qu'elle était enceinte et elle m'a dit que quand Serge l'a violée, elle a perdu le bébé. Donc moi j'ai vu rouge et donc je suis allée le tuer. De son côté, Cindy nie toute implication dans le meurtre de son ex-compagnon. Jérémy est pourtant formel, sa maîtresse a bien participé au guet-apens. Il indique qu'un piège a été tendu à Serge, que Cindy l'a appelé, l'a fait venir au niveau des étangs. Elle l'attendait, elle avait verrouillé les portes. Lui, il était dissimulé derrière le véhicule. Quand Serge Stram est arrivé à hauteur de la conductrice, Jérémy a dit qu'il a bondi sur Serge Stram pour l'étrangler. Pendant que Jérémy se battait avec Serge, elle mettait la musique à fond et elle se cachait sous le volant. Pendant 40 minutes, Jérémy et Serge vont se battre, jusqu'au coup mortel porté par le jeune homme. Il va lui faire la prise de la sentinelle, comme il dit, c'est-à-dire l'étranglement qui sera fatal à Serge. Jérémy explique ensuite qu'avec Cindy, ils ont tenté de maquiller la scène de crime en suicide. Au terme de leur garde à vue, les deux jeunes gens sont donc mis en examen pour assassinat et incarcérés à la maison d'arrêt de Metz. Quand la mère de Serge apprend que son ex-belle-fille a un lien avec le meurtre de son fils, elle tombe des nues. Non, je pouvais pas croire que c'était elle qui avait fait tuer mon fils, c'est pas possible. Elle était chez moi, là, 2 semaines. Elle a mangé mon pain. J'avais les petits encore chez moi. Je comprends pas, c'est abusé. C'est impossible, je dis c'est pas possible. Pour les enquêteurs, il s'agit désormais de savoir si Serge était aussi violent que le prétend son ex-compagne. Il y a des témoins qui viennent attester que les deux filaient le parfait amour. Et encore plus que tout, il y a des SMS échangés entre les deux qui n'ont absolument rien, mais rien à voir
avec un couple qui traverse une crise. Rien ne permet donc d'attester que Cindy était victime de violences de la part de Serge. Le 28 juillet 2009, soit 2 mois plus tard, la justice organise alors une reconstitution. La version donnée par Jérémy s'avère être vraie, si ce n'est un élément, le déplacement du corps. Il est impossible qu'ayant tracté ce corps à travers le petit bois, plus le chemin caillouteux jusqu'à l'étang, il est impossible que ce dos n'ait pas été meurtri et qu'on n'ait pas trouvé d'échymose, etc. Donc, selon les experts, cette version du tractage du corps est impossible. D'après les experts, il a fallu 2 personnes. Cindy pesant 45 kilos, il paraît improbable qu'elle ait pu participer au transport d'un corps de 100 kilos. Les enquêteurs pensent alors à l'intervention d'une 3e personne. Et leur soupçon va vite s'avérer exact. Michael, le frère de Cindy, aurait également participé au meurtre de Serge. La propre fiancée, entre guillemets, copine de Michael, dira que le lendemain du crime, Michael lui téléphonera pour lui dire qu'il avait aidé à transporter le corps. Ce que Michael niera par la suite, mais ce que cette petite amie confirmera totalement en disant « oui, il m'a bien dit qu'il avait transporté le corps ». Michael est donc interpellé et mis en examen pour non-dénonciation de crime et recel de cadavres. Alors Cindy est-elle la véritable tête pensante du meurtre sordide de son ex-compagnon? Aurait-elle séduit et manipulé tous ces hommes pour parvenir à se débarrasser de Serge? Le procès à venir tentera de répondre à ces questions. En janvier 2012, le procès de Cindy et Jérémy s'ouvre aux assises de Metz. Cela fait maintenant plus de 2 ans que la famille de Serge attend que justice soit faite. Je suis arrivée sereine, oui et non, parce que je savais très bien qu'il allait avoir au final une décision qui allait quand même être bonne, je pensais. Moi, j'attends qu'il est puni sévèrement et ce que je regrette le plus, c'est qu'elle a brisé énormément de trucs en nous. Quand Cindy et son amant Jérémy font leur entrée dans le box des accusés, la tension est à son comble. Au cours des débats, la jeune femme ne laisse place à aucune émotion. Il y a une attitude de l'accusée, Cindy Simone, qui est assez froide. Qui ne fait état d'aucun sentiment, aucun remords. Et ça a raison de déclencher la colère des parties civiles. Elle ne me regardait pas. Hein. Quand elle me regardait, moi je la regardais tout le temps. Hein. J'ai fixé des yeux tout le temps. Hein. Et toute la semaine quand elle était au tribunal, je la regardais. Hein. À la question de savoir si Cindy est bien la tête pensante du meurtre de son compagnon, un nouvel élément en apporte clairement la réponse. Au cours de son incarcération, Jérémy a passé des examens médicaux qui ont révélé qu'il était stérile. L'enfant que Cindy dit avoir perdu sous les coups de Serge n'a donc jamais existé. Lorsque Jérémy a appris l'existence de sa stérilité, il a tout compris. Il a revu le film en arrière et s'est rendu compte que depuis le début, il avait été l'objet de Cindy pour arriver à ses fins. On comprend clairement que Jérémy a été l'arme de Cindy. Cindy est donc condamné à 30 ans de réclusion criminelle et Jérémy à 25 ans. Un verdict qui n'allège pas pour autant la souffrance des proches. Elle a pris 30 ans, lui 25.
Ils vont purger leur peine, un jour ou l'autre, ils seront dehors. Ils auront payé pour ce qu'ils ont fait, mais bon, ça rendra pas mon père, quoi. À Wapi, la mort de Serge a causé une plaie profonde dans la commune, mais surtout dans le cœur de ses enfants. Pour Cassandra, âgée aujourd'hui de 17 ans, l'absence de son père reste un véritable traumatisme. J'y pense tellement fort que je me dis que dans mes bras, et voilà.